Bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission African People Podcast. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur de vous présenter M. Samuel Faye. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi. En un mot, qui est Samuel Faye? Parlez-nous de votre parcours, monsieur le directeur. Alors, je suis juriste de formation, manager. J'ai passé plusieurs années dans le secteur de l'enseignement, plus de 10 ans dans le secteur de l'enseignement, et j'ai eu à évoluer dans des groupes d'enseignement supérieur. Le premier groupe était un groupe privé dans lequel j'ai joué le rôle d'enseignant, mais également de dirigeant d'une institution spécialisée dans l'étude politique, le développement. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un centre national de formation qui évolue dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais qui est aussi au cœur du dispositif de formation professionnelle dans le secteur de la pêche. Voilà. C'est intéressant. Monsieur le directeur, étant le directeur général du CNFTPE, parlez-nous de cette organisation et quels sont vos objectifs? Alors, le Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture, enfin des techniciens des pêches et de l'aquaculture, est un centre historique qui a plus de 50 ans d'existence, qui a été créé dans le but de former les agents techniques et les techniciens du secteur de la pêche. Donc, ce centre a évolué au fil du temps avec plusieurs appellations qui ont varié et les appellations qui ont conduit à celles que nous connaissons actuellement, que je viens de donner. Alors, le but de ce centre, c'est de former des agents techniques et des techniciens qui vont évoluer au niveau de l'État et qui seront des techniciens spécialisés dans le secteur de la pêche, qui vont évoluer dans les entreprises du privé, du secteur privé, et qui vont également jouer un rôle technique au niveau de ces entreprises avec plusieurs métiers et plusieurs fonctions qu'ils sont appelés à occuper en tant que diplômés. Mais de plus en plus, à côté de ces destinations traditionnelles qu'on a trouvées au niveau du centre pendant plusieurs années, les apprenants au niveau du CNFTPA sont en train de s'orienter vers l'entrepreneuriat parce qu'il y a matière à entreprendre énormément dans un secteur qui aujourd'hui constitue l'une des principales activités pourvoyeuses de devises, la pêche et l'aquaculture. Et l'aquaculture, si on en parle également, c'est d'énormes possibilités en termes d'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que les destinations de nos apprenants sont en train d'évoluer. D'une destination classique qui était celle de l'administration publique, de plus en plus, ils sont dans le privé. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vont également s'inscrire dans une expérience entrepreneuriale. Et tout cela s'inscrit dans une vision qui est de positionner le centre comme établissement de référence au niveau de l'Afrique francophone qui offre des formations adaptées aux évolutions complexes qu'on a eu à enregistrer ces dernières années dans les activités liées aux pêches et à l'aquaculture. Aux pêches, je parle des pêches au pluriel, bien évidemment. C'est génial ça. Quels sont les types de formations ou programmes le centre propose? Alors, c'est deux diplômes d'État. C'est un diplôme d'agent technique et un diplôme de technicien supérieur. Le diplôme d'agent technique, on y accède avec le niveau PFM au minimum. Et le niveau agent technique, le niveau technicien supérieur, c'est avec le niveau baccalauréat. Alors, les diplômés au niveau de ces deux filières peuvent également s'inscrire dans une logique de formation continue. Parce que la mission du centre également, c'est d'actualiser en permanence les compétences des acteurs du secteur de la pêche. Et dans ce sens, la dimension formation continue sur le plan stratégique constitue également une priorité à développer à travers des formations ciblées mais pointues qui permettent au fur et à mesure de conforter les différentes expertises des diplômés du centre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux formations ciblées, monsieur le directeur? Alors, formation ciblée sur tous les sujets, formation ciblée tant sur le plan technique que sur d'autres plans. Les formations ciblées, c'est aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple d'une certification dont on est en train de discuter avec de potentiels partenaires, c'est sur l'économie bleue. Aujourd'hui, il y a matière à former les acteurs de la pêche sur les aspects liés à l'économie bleue, sur la nécessité d'arrimer les activités liées aux pêches et à l'aquaculture aux objectifs de développement durable, aux ODD, et construire donc une économie bleue positive. L'économie bleue, on en parle, mais ce n'est pas encore une chose qui est convenablement implémentée au niveau de tous les acteurs du secteur. Or, l'avenir de la pêche passe par cette notion.
Donc, c'est autant de choses que nous comptons développer à travers des formations à la carte qui permettent d'actualiser au fur et à mesure les acteurs du secteur. Le management de la qualité également, c'est également des éléments liés aux besoins. La formation liée aux enjeux nouveaux sur le pétrole et le gaz qui vont changer certaines donnes par rapport à la pêche et à la préservation des ressources. C'est également des pistes de formation. La surveillance côtière qui est un élément qu'il faudra renforcer au niveau de notre centre. Donc voilà, il y a plusieurs pistes et perspectives qui s'inscrivent dans la feuille de route en termes de développement du centre. Alors, comment se déroulent les cours au sein de votre établissement? Alors, on a des cours théoriques et des cours pratiques. Le centre aujourd'hui dispose d'un grand laboratoire qui est peut-être l'un des labos les mieux équipés au niveau de la sous-région. Et il y a des modules pratiques qui se font au niveau de ce laboratoire. Il y a des modules pratiques qui se font en aquaculture. Et le but, c'est progressivement d'avoir une approche expérientielle très forte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire progressivement sortir les étudiants des salles de cours et essayer de leur donner l'expérience professionnelle en initiant des activités, en initiant des cadres, des espaces qui permettent de vivre la réalité professionnelle, de vivre la réalité du secteur étudié. C'est ce qu'on appelle l'approche expérientielle. Et je pense que c'est également une priorité réelle au niveau du centre. Parce que le but, c'est progressivement de rendre plus opérationnels les acteurs du centre. Et je pense que nous avons les moyens d'y arriver. C'est génial ça. Est-ce que vous avez un suivi de poste de formation? Est-ce qu'on a un suivi de poste de formation, c'est-à-dire après la formation, est-ce que vous avez un programme qui est mis en place pour suivre les formateurs? Oui, le centre, dans le décret qui consacre son existence, a une direction des stages et de la formation continue. La direction des stages et de la formation continue est supposée jouer le rôle de ce qu'on appelle carrière center dans les établissements, faire le suivi de ceux qui sont sortis, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, voir est-ce que la formation reçue est arrimée aux besoins de la vie professionnelle. Dans la logique de positionnement du centre, c'est un élément qui sera développé dans les années à venir ou même dans les mois à venir, repositionner vraiment une direction forte dans ce domaine. Ça, c'est une priorité. OK. Maintenant, parlons de l'Afrique en général, monsieur le directeur. Maintenant, parlons de l'Afrique en général, monsieur le directeur. Pensez-vous que les États africains doivent investir massivement dans la formation professionnelle et pourquoi? À mon humble avis, moi j'ai toujours dit ce que je pensais sur ce sujet. Le premier chantier, si on veut développer le continent, c'est de former une armée de professionnels dans tous les secteurs stratégiques pour le continent. Les mots ont un sens, dans tous les secteurs stratégiques pour le continent. Les potentialités des pays ne sont pas les mêmes. Les potentialités des territoires ne sont pas les mêmes. Si l'on veut s'inscrire véritablement au niveau du continent africain dans une dynamique de développement, il faut que nos formations soient axées dans une logique, soient axées sur une logique de valorisation de nos potentialités, de nos ressources et bien évidemment que tout cela soit adossé à nos valeurs culturelles. Donc moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'Afrique forte sans une formation professionnelle mieux structurée, mieux organisée. Et la formation professionnelle, par contre, c'est le dernier pilier. Mais avant la formation professionnelle, il y a l'éducation. Donc, il y a tout un parcours du combattant à construire dès le bas âge qui consiste à apprendre l'enfant, à lui transmettre les valeurs d'une république, à créer une adhésion citoyenne forte, à créer une adhésion panafricaine forte, parce que les nations éparpillées n'ont pas une destinée véritable au niveau du continent. C'est ensemble qu'on parviendra à créer des dynamiques d'ensemble. Quand vous voyez la Chine, c'est plusieurs milliards d'habitants. L'Inde, c'est des milliards d'habitants. L'Europe s'est organisée malgré le poids économique des pays pris individuellement. L'Europe ne croit plus en une destinée individuelle des pays. Donc, les pays se sont mis ensemble pour peser. Les États-Unis sont en train de s'organiser pour continuer à jouer le rôle hégémonique qu'ils ont joué pendant des années. Mais nous, États africains, n'avons pas le droit de manière éparpillée d'essayer de tenter de trouver des voies et solutions pour le développement. Il faut une intégration beaucoup plus forte. Cette intégration, elle commence dans la tête. Donc, c'est pour ça que je parle d'éducation. Il faut que dans les programmes éducatifs qu'on développe, non seulement une allégeance citoyenne, mais une allégeance panafricaine forte. Et ensuite, dans le cursus académique de l'apprenant, veiller à exploiter convenablement les ressources qui sont celles du continent en ne laissant personne sur la touche. Tout le monde n'est pas fait pour des études supérieures, donc il faut développer beaucoup la formation technique, pratique, mais qui est adossée encore une fois de plus à nos réalités.
parce que beaucoup de formations sont en total déphasage avec les possibilités et les potentialités du continent. Pourquoi est-il important de développer la formation professionnelle? Alors, la formation professionnelle doit se développer parce qu'un pays, comme je le dis, c'est des secteurs stratégiques qui sont identifiés. Si le Sénégal veut se positionner dans l'industrie, si l'Afrique ou certains pays africains veulent se positionner, je ne sais pas, dans la pêche, dans l'aquaculture, dans la sidérurgie, il y a tellement de filières possibles, dans l'exploitation aurifère, il faut que les formations des écoles qui proposent des cursus professionnels puissent être arrimées à la transmission de compétences pratiques qui permettent aux acteurs, dès leur sortie, d'être opérationnels au niveau de ces secteurs stratégiques. Mais ça, c'est un travail de fond qui se fait. Et je suis heureux que le plan Sénégal émergent, le PSE, qui est le texte qui organise le cheminement vers l'émergence du Sénégal, que le PSE ait identifié des secteurs stratégiques et ait formulé déjà des propositions d'axes stratégiques et d'actions à mener pour atteindre les objectifs escomptés. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres au niveau du continent qui existe et qui montre que de plus en plus, la volonté, c'est d'arrimer la formation professionnelle aux potentialités. Mais cette volonté, elle bute parfois sur les possibilités, sur les expertises en termes de formation. Est-ce qu'on a des enseignants qualifiés pour transmettre tel savoir? Donc, il y a tout un écosystème à construire autour d'une formation professionnelle beaucoup plus performante. Alors, comment peut-on revaloriser la formation professionnelle en Afrique? Comment peut-on revaloriser la formation professionnelle en Afrique? Oui, la question de la revalorisation, je ne sais pas si j'ai compris votre question, mais revaloriser la formation professionnelle, c'est permettre à ceux qui n'ont peut-être pas, parce que les formations professionnelles sont caractérisées par leur spécificité. Toutes les formations professionnelles ne durent pas autant de temps que des enseignements ou des formations axées sur la recherche. Quand on fait une recherche, on fait une thèse en 8 ans. La formation professionnelle, des fois, elle ne dure pas autant de temps. Et peut-être parce que elle est courte dans le temps, elle peut être négligée, elle peut être mal perçue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en Afrique s'orientent dans une formation dite professionnelle classique, parfois lorsque le cursus universitaire pose problème. On dit, ah oui, maintenant, il faut s'orienter vers des métiers. Ou bien quoi? C'est une tendance en Afrique. Oui, lui, il n'est pas très bon pour le bac, il faut l'amener faire un métier. Mais ça doit être une option véritable, choisie par la personne. Et c'est pour ça que je dis, tout commence dans l'éducation et tout dépend du système et de sa manière de valoriser ces différentes formations professionnelles. Moi, je suis convaincu que dans une république, le plombier, l'ouvrier, l'artisan jouent une place aussi importante, voire parfois plus importante que certaines fonctions dites prestigieuses ou que certains métiers dits prestigieux. Et la caractéristique de beaucoup de pays développés, c'est que ces métiers-là, dans beaucoup de pays, sont valorisés. Mais dans notre continent, il faut le dire, les métiers ne sont pas toujours professionnalisés. Ceux qui sont dans ces métiers sont parfois dans une précarité. Les organisations ou les entreprises qui évoluent dans ces métiers peinent à se structurer et à avoir certaines exigences en termes de management et de développement. Donc, il y a toute une filière à construire autour des métiers pour les valoriser, les développer, renforcer les compétences des acteurs, créer de la valeur ajoutée économique et ainsi cheminer vers une Afrique beaucoup plus équilibrée sur le plan économique qui dépend moins des importations, parce qu'il faut dire les choses. Beaucoup de produits sont importés parce que nous ne sommes pas en mesure, nous, de transformer le produit fini brut. Nous livrons un produit fini, nous n'avons pas la technologie. Donc, ceux qui ont la technicité transforment ce produit fini et nous le revendent à prix d'or, à prix excessif. Mais si on avait des filières très professionnalisées, la possibilité de transformer l'acier, le fer, l'or, je donne des exemples, je dis n'importe quoi, mais tant de filières, mais on n'aurait pas besoin de cette expertise d'ailleurs qui nous renvoie un produit fini parce qu'il y a une formation technique qui maîtrise les processus de transformation et de valorisation. Okay. Maintenant, parlons du COVID-19. Du COVID-19 en ce moment, monsieur. Selon vous, quels sont les défis du post-COVID et quelles sont les solutions? Pour moi, il n'y a pas de solution toute faite face au COVID parce que l'épidémie est toujours présente. La seule solution, c'est la distanciation physique. La solution, c'est le respect des gestes barrières.
La solution, c'est la poursuite de la recherche pour voir si nous parvenons à trouver un médicament ou un vaccin efficace contre le Covid. Donc, c'est les solutions. Nous constatons qu'il y a une progression très rapide du Covid ou de la pandémie, en tout cas liée au coronavirus. Et cette progression est due au fait que sur le plan de la citoyenneté, certaines nations, parce qu'ayant des citoyens qui ne sont pas toujours très disciplinés, ont du mal à implémenter les gestes barrières. Et on voit que dans d'autres pays, les exigences et la pratique sur la durée d'une discipline forte a pu construire des citoyens à même de résister aux pandémies à travers une organisation phénoménale. Donc, cela montre que dans le monde à venir, les nations disciplinées, citoyennes, seront plus à même à faire face à certaines catastrophes. Et on ne sait pas ce qui arrivera demain. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Ça, c'est sur une chose. Sur le plan économique, je pense que c'est ce qui nous intéresse peut-être le plus. Cette pandémie invite les États africains à plus d'autonomie. Quand plusieurs cases brûlent en même temps, chacun pense d'abord à éteindre sa case qui brûle. Ça, c'est un réflexe purement humain. La preuve, quand il y a eu pénurie de masques à travers le monde, certains pays gardaient leurs masques en stock en prévenance d'une pandémie à venir. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si on ne crée pas à l'intérieur de nos pays africains les conditions d'une autonomie économique forte à tous les niveaux, sur le plan alimentaire, sur le plan technique, sur le plan technologique, sur le plan médical, nous allons vers des difficultés insurmontables. Parce que cette pandémie n'est pas encore finie, elle n'est pas encore derrière nous. Et la configuration des choses ne nous dit pas qu'est-ce qui viendra après cette pandémie. Donc, il nous faut prendre toutes les mesures tendant à développer notre autonomie. Et dans cette autonomie, il y a de la place, encore une fois de plus, pour une intégration plus forte, que des pays africains puissent davantage collaborer, puissent davantage interagir, puissent davantage travailler ensemble. Et je le dis, sans autonomie, nous allons vers la catastrophe. Donc, c'est urgent, c'est un impératif que les pays africains développent cette autonomie. Sur le plan alimentaire, on ne peut pas, après 60 ans d'indépendance, continuer à dépendre de certains fournisseurs ou de certains partenaires économiques. Dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ce qui se passe. On ne peut pas, après les indépendances, 60 ans après les indépendances, continuer à dépendre sur le plan sanitaire de certains pays. Et on s'en rend compte d'ailleurs, les difficultés liées aux évacuations dans certains pays font que la pandémie produit des effets catastrophiques. Donc, il y a un travail de fond à faire. J'en suis convaincu. Bien sûr. Maintenant, parlons de la formation. Pensez-vous que les États africains, maintenant parlons de la formation. Pensez-vous que les États africains doivent mettre en place des formations en ligne, surtout en ce moment avec cette pandémie? Il y a un déficit d'infrastructures numériques. Cela veut dire de possibilités sur le plan numérique. Il y a un déficit. Il faut l'avouer. Il faut davantage investir là-dessus, c'est ma conviction. Il faut que les pays africains investissent davantage. Il faut aussi que la connexion soit plus accessible, que la connectivité puisse circuler sur tout le territoire et qu'il y ait pour tout le monde un accès plus démocratique à ces services. Vous savez, les coûts de connexion en Afrique, c'est scandaleux. Hein? Quand vous les comparez à certains pays d'Europe, la connexion, la communication, la téléphonie mobile, ça ne coûte absolument rien. Mais dans nos pays, on est dans un système de facturation qui est inapproprié, qui n'est pas conforme à notre pouvoir d'achat, qui n'est pas conforme à nos potentialités économiques. Mais notre aptitude à nous résigner sur plusieurs situations qui se présentent fait que, même face à ce dictat que l'on subit, l'on croise les bras. Mais ce n'est pas normal ce que nous voyons. Donc, il faut démocratiser, très honnêtement. Ça, c'est un impératif, c'est une urgence. Il faut démocratiser la connectivité. La connexion, Internet doit être démocratisé, la téléphonie mobile, je le dis très honnêtement, c'est très, très urgent pour notre pays. Bien sûr, monsieur. Monsieur le directeur, en un mot, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse africaine? Moi, je ne suis pas donneur de leçons dans ma vie, mais ce que je peux préconiser à la jeunesse africaine, c'est de continuer le travail. On a de plus en plus une jeunesse qui est décomplexée, une jeunesse qui croit en ses potentialités, une jeunesse qui veut découvrir l'Afrique. On a de plus en plus une jeunesse panafricaine. J'ai évolué pendant plusieurs années dans un institut panafricain. J'ai vu un vent souffler au niveau du continent. Et pour moi, ce vent, c'est le vent du changement. C'est le fait que le citoyen sénégalais se considère intéressé au même titre
par les questions purement sénégalaises que par les questions ivoiriennes. Sois intéressé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand un président dit qu'il va chercher un mandat, on a vu énormément de réactions au Sénégal. Donc, de plus en plus, il y a un vent qui souffle sur le continent africain qui veut que l'Afrique se positionne comme une entité forte et une entité responsable, une entité qui est responsable au premier chef de l'apport de solutions à ces problèmes. Personne ne viendra nous guérir de nos maux. Parce que depuis qu'on reçoit l'aide étrangère, depuis qu'on reçoit des soutiens, on est toujours au même niveau. Dans certains pays, le niveau de pauvreté a explosé d'ailleurs. Donc, la solution au développement et à l'émergence du continent africain, c'est l'Afrique elle-même. Donc voilà, je pense que la jeunesse africaine devient de plus en plus décomplexée, de plus en plus ouverte. Et il faut que cette jeunesse renforce sa culture de travail. Il faut que cette jeunesse aille conquérir des espaces sur le terrain de l'entrepreneuriat, de la formation, du développement économique. Et je pense que quand tous ces ingrédients seront réunis, on aura un continent qui sera le plus beau du monde. Parce que c'est ici que l'histoire de l'humanité a commencé et c'est ici que l'histoire de l'humanité se fera pour les années à venir. Bien sûr. Monsieur le directeur, avez-vous quelque chose à rajouter? Mais vous encouragez, monsieur, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est toujours une fierté de voir des jeunes citoyens d'Afrique qui sont dans d'autres pays, qui sont sous d'autres cieux, qui font de très belles choses sur le plan professionnel et qui n'oublient pas d'où ils viennent. On le dit, hein, une personne qui oublie ses racines est un cadavre avant d'être mort. Donc, vraiment, vous êtes une belle illustration de ce que doit être la jeunesse africaine. Donc, je vous encourage. Ces podcasts, c'est une manière d'animer la réflexion, de diffuser des idées, de diffuser des pensées. Ça permet aux uns de se connaître, de savoir quelles sont les idées portées par les autres. Et je pense que le changement, il intervient lorsque plusieurs personnes qui partagent des idées et des valeurs communes se connectent et sèment au niveau du tissu social les graines de la transformation. Tous les jours, ces graines de la transformation sont semées par des personnes comme vous. Donc, vous avez tous mes encouragements pour la suite. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci infiniment à vous. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission African People Podcast. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup. À la prochaine.